Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ITS by Cité Radio pour une énième émission du Grand Débrief. Nous sommes le lundi 12 avril. Ce soir avec moi, mon équipe de chroniqueurs. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Tu as déjà commencé l'apéro, Francis Non, ouais, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris du top, voilà. Bertrand, salut Bertrand. Ouais, salut tout le monde. Et salut Florentin. Bonsoir tout le monde. Voilà, un merci à Guillaume, notre technicien. Et ce soir, pour traiter un de nos sujets, un invité, Antoine Torres, joueur de hockey sur glace dans l'équipe des Remparts. Salut Antoine. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue à toi. Merci. On va faire une première question. Qui es-tu? Depuis quand es-tu au Rempart? Et parle-nous de ta carrière de hockeyeur depuis tes plus jeunes années. Mes plus jeunes années? Alors du coup, je m'appelle Antoine Torres, j'ai 24 ans. C'est la 3e année consécutive que je suis au Rempart de Tours. J'ai commencé le hockey sur glace à Villard-de-Lans, dans l'Isère, jusqu'à mes 15 ans. Après, je suis descendu 1 an à Grenoble pour intégrer le CHA. Donc, c'était une classe sportive. À la suite de ça, j'ai fait 2 années au Mont-Blanc, à Saint-Gervais en internat. Je suis retourné à Grenoble. J'ai fait le centre de formation à Grenoble. Et puis après, je suis arrivé à Tours. Enfin, voilà, un peu mon parcours. Et j'ai fait un petit peu des stages équipe nationale. J'ai fait 4 championnats du monde et ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. T'as un palmarès? De ma petite carrière, oui. On va rester humble parce que c'est pas non plus le plus beau ou le plus grand, mais ouais, j'ai quand même quelque chose. Cite-le quand même. J'ai gagné une fois la Coupe de France avec Grenoble. J'ai eu une médaille de champion du monde avec l'équipe nationale, 2 médailles de bronze en championnat du monde. J'ai eu 2 ou 3 trophées de champion de France chez les jeunes. Et après, des secondes et des 3e places avec les jeunes aussi dans le championnat français. C'est pas moche. C'est pas moche. Voilà. Mais tu es arrivé à Tours en tant que professionnel ou juste pour tes études? Je suis arrivé à Tours en tant que professionnel parce que justement les études, en fait, la première année, j'avais combiné un petit peu les deux. Je faisais mes études en parallèle du hockey et puis c'était surtout pour intégrer un groupe professionnel que je suis venu à Tours. D'accord. Donc, le championnat cette année est tronqué. Il compte pour du beurre. Donc, mis à part le titre qui peut avoir un peu de valeur, mais comme il n'y a pas de montée, comme il n'y a pas de descente, première question, est-ce que quand on rentre sur la glace dans cette configuration-là, on a la même hargne que quand on joue un véritable match de championnat? À vrai dire, oui. C'est la même chose. On reste quand même des compétiteurs. Dans l'équipe, les garçons, ils sont toujours motivés quand il s'agit de jouer parce que c'est toujours plus amusant de jouer. On a encore la chance de pouvoir jouer parce qu'il y a des championnats qui ont été arrêtés, comme la Division 2 qui a été arrêtée. La Ligue Magnus ne joue plus non plus. On est les seuls à jouer en France, donc on profite pour eux parce qu'eux, ils n'ont pas l'occasion de jouer. Et puis, la même hargne, on est des compétiteurs. Tout ce qu'on veut, nous, c'est gagner. Et on reste là-dessus, on continue à bosser. D'accord. Alors, samedi soir, vous receviez Dunkerque. Exactement. Victoire 6-2, victoire qui a fait du bien puisqu'elle arrive après 5 défaites consécutives. Oui, c'est vrai, on a eu un petit coup de mou les 5 derniers matchs, mais à Nantes, on n'avait pas démérité non plus parce qu'on avait fait un très très gros match. C'était pareil, la double confrontation contre Neuilly aussi, on avait bien joué. Après, enfin voilà, il nous manquait un petit peu de réussite et la réussite, elle s'est montrée justement samedi contre Dunkerque et puis ça a fait une sorte de libération, ça a fait du bien. On a eu l'impression de briser une malédiction. Alors, ce match des Remparts contre Dunkerque, Basile y assistait, il était à la table de presse. Basile, toi, tu en as pensé quoi? Quelles sont tes questions? Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Les questions, pour Antoine,
Simplement, déjà, en termes de concentration, en termes d'investissement, comment ce match avait été abordé par l'équipe? Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même, en tout cas, un premier tiers qui était un peu différent par rapport aux autres. Par rapport à d'habitude, Ouais. il y a pas eu spécialement de préparation mentale différente comparée aux autres matchs. Chaque fois, les garçons, ils ont la même envie. Il n'y avait pas de spécificité, mis à part qu'on était un peu revanchards parce qu'on avait subi une lourde défaite chez eux. Et ce qu'on voulait, c'était montrer que c'était une erreur de passage et que quand on vient jouer à la patinoire de Tours, c'est difficile de gagner et on lâchera jamais le morceau parce que ça reste notre chaudron. C'est vrai que en termes d'engagement sur la glace, en termes d'impact physique, c'est vrai que on a vu au départ avec quelques prisons, on a vu que bon, fallait un peu marquer le territoire. Oui, c'est sûr, on a pris beaucoup de prison. On est malheureusement l'équipe la plus pénalisée du championnat. C'est vrai qu'on est très indiscipliné, mais on a un beau box-play, on a un très bon box-play. Là, ça fait 4 matchs, on assure à 4 contre 5. Donc, honnêtement, ça m'inquiète même plus quand on prend une prison, alors que dans d'autres cas, dans d'autres situations, peut-être que ça m'inquiéterait, mais là, maintenant, ça m'inquiète plus parce que j'ai confiance aux gars et je sais qu'on se donnera à fond à chaque fois, même, surtout dans le box-play, ils travaillent d'arrache-pied et tout le mérite leur revient. Ce que j'ai vu, Eh moi, ben, ce que j'ai vu de simplement différent, c'est, je pense, la réussite, en fait. La réussite qui vous fuyait pendant quelques matchs, là, qui est revenue. Donc, et puis, avec un gardien qui n'a pas été très inspiré sur notamment le troisième but. Mais bon, parfois, il faut un petit coup de pouce du gardien pour arriver à réaliser ce genre de match. C'est vrai que Julien il nous avait dit pendant toute la semaine dernière, on avait mis l'accent vraiment sur la finition parce que c'est ce qui nous manquait. Et le fait d'avoir vraiment mis l'accent là-dessus, on a vu directement au match que le travail, il a payé, quoi, vraiment. Moi, Antoine, je voulais savoir si ton but de Dunkerque, enfin face à Dunkerque, t'a fait du bien parce que j'ai vu que face à Nantes où tu avais beaucoup d'occasions et que tu n'en as pas concrétisé une. Est-ce que ton but face à Dunkerque t'a redonné confiance? Alors, oui, ça m'a redonné confiance, mais c'était surtout, c'était un peu comme la série de défaites. J'avais l'impression aussi, moi-même perso, du point de vue perso, que j'avais une petite malédiction parce que au match à Nantes, j'ai essayé dans tous les endroits, en haut, en bas, ça ne voulait pas rentrer. J'ai eu tout le temps des grosses occasions. Pareil contre Neuilly, à un moment, j'ai une cage vide, le gardien, il sort un arrêt grand écart de nulle part. C'est vrai que ça me souriait plus. Puis là, que ça me sourit, c'était plus un soulagement qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça fait du bien moralement de se dire bah, on est encore capable de marquer et encore capable d'aider l'équipe comme on peut, quoi. Bertrand? Oui, est-ce que c'est le fait que Julien Guimard annonce son départ qui a libéré certains joueurs pour faire une telle prestation? Alors, le départ de Julien, ça nous a pas trop affecté. À vrai dire, Julien, il a été très clair et net dès le début. Il a dit tous les problèmes qui sont en dehors du vestiaire, qui ne nous concernent pas, on ne les ramène pas dans le vestiaire. Donc, le départ de Julien, de toute façon, je suis un joueur, moi, je ne suis pas coach. Donc, je pense que c'est à lui de, de trouver les mots pour répondre à cette question parce que nous, on n'a pas d'avis là-dessus. Nous, on est là juste pour jouer au hockey et puis il nous reste encore 3 matchs et on est concentré là-dessus. Oui. Mais vous n'avez pas senti qu'il y avait moins de pression sur la glace Non, entre vous? Pas de joueurs non, stressés, enfin libérés, non? Ça n'a rien changé non. en fait. Je dirais pas que ça n'a rien changé parce que ça a quand même, je pense, affecté 2-3 joueurs, mais honnêtement, nous, on suit les consignes du coach et il reste, il nous abandonne pas, il abandonne pas le navire. C'est lui qui l'a dit, c'est ses paroles. Et puis, de toute façon, il faut continuer parce que on a des comptes à rendre vis-à-vis des 5 derniers matchs qu'on a fait dans la saison. Sans victoire. Exactement. Pour en revenir au départ du coach, Oui. vous avez été surpris, vous, les joueurs?
Alors, oui et non, on a été surpris. Ça faisait un bout de temps qu'on sentait un petit peu un mal-être, mais c'est la décision de Julien, c'est pas la nôtre. Et je pourrais pas répondre à cette question parce que, en fait, c'est Julien, c'est personnel à lui. C'est pas à moi de critiquer son choix ou quoi que ce soit. Ah, bah, Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas que sportif. Et c'est pas que par rapport aux résultats. Il y a aussi des problèmes de famille, d'acclimatation à la Exactement. campagne, entre guillemets. Enfin, entre dire à un monde sans montagne, plutôt, Ouais. plus que la Après, campagne. Et, après, c'est et des la, tran- problématiques. et la C'est des tranchée, c'est problématiques. de la bouse? Non, mais après, c'est des problématiques qui lui sont propres. Et je pense que si on veut avoir une réponse, le mieux, c'est de lui poser la question. Mais euh, toi, après, en tant que joueur, et si on prend que ton cas, Antoine, est-ce que vous, en tant que joueur, ça vous pose des questions aussi pour l'année prochaine? Non pas qu'il faille tout remettre en question parce que Julien s'en va, mais quand on sait comment fonctionne un effectif au hockey, parfois on est apprécié de certains types de coachs et pas forcément d'autres. Et est-ce que vous, les joueurs, il y en a qui se posent un peu la question en se disant, tiens, est-ce que je vais partir? Est-ce que je vais rester? Est-ce qu'on va me garder? Est-ce que, tu vois? Bah, c'est la question que chacun se pose à la fin de chaque contrat. C'est savoir si on reste ici l'année prochaine, si le club reveut de nous, si le coach il pense qu'on doit le suivre. Honnêtement, on ne sait jamais. C'est les aléas du hockey professionnel. On ne sait jamais où est-ce qu'on sera l'année prochaine. On sait jamais. On avance dans le néant, mais avant toute chose, avant de penser à ça, il faut d'abord penser surtout à finir la saison. Est-ce que vos contrats, ils sont courts? Vous avez des contrats de quoi? De 10 mois, de 1 an, de 2 ans, 3? Comment ça On se a des passe? contrats, on a des contrats de saison. Ah oui, On a c'est des tout. contrats de saison. Voilà. Ah, Et Donc, souvent, il y en a, il y vas-y, en a Antoine. il y en a qui vont signer 2 ans, il y en a qui vont signer 3 ans, mais c'est des contrats de saison. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey. Ça, Antoine le dira peut-être pas par pudeur, mais moi, je peux me permettre de le dire parce que c'est pas un secret. Il y a énormément de joueurs de hockey en fait qui ont des contrats sur 7, 8, 9 mois parce que en fait, on considère dans beaucoup de clubs que la rémunération dépend du temps de glace. Et donc, vu que le temps de glace est bien souvent sur 7 à 9 mois, bah, les joueurs sont rémunérés sur 7 à 9 mois. Et bien souvent, il y en a certains qui, pendant la période où chez nous, en France, il n'y a pas de glace, vont alors soit dans les pays nordiques, soit aux États-Unis ou au Canada pour aller chercher un contrat pour compléter un salaire. Parce que selon les salaires, parfois, on n'en vit pas toute l'année. Voilà. Oui, Exactement. ça existe même dans d'autres disciplines, ce Bien genre sûr, de procédé. Donc, bien sûr. voilà. On va revenir au match de samedi. Est-ce qu'il y a eu des faits marquants, Basile, que tu as notés, toi, en étant dans les gradins? Des faits marquants, non, mais à un moment donné, dans le tiers médian, on se dit que fut un autre temps, ça aurait peut-être tourné en faveur de Dunkerque, parce que il y a un moment un peu de flottement. On a un premier tiers qui est plutôt maîtrisé, qui est plutôt propre, avec des Dunkerquois, on va pas se mentir, qui n'étaient pas complètement arrivés à Tours, qui n'étaient pas complètement descendus du minibus. Et puis après, un tiers médian qui s'équilibre, mais qui, par moment, on se dit ça peut basculer. Et puis finalement, avec une plutôt belle maîtrise, on a ce score final de 6-2 et qui est somme toute logique sur le match. Je pense que c'est vraiment, à mon sens, si tu veux un fait marquant, c'est vraiment le troisième but qui vient un peu sceller l'issue de la rencontre. C'est un peu la cagade là, qui vient sur le but d'Alex Pizarnik de mémoire, C'est ça. qui vient sceller cette rencontre, je pense. Bah, c'est vrai que Alex, quand il a marqué son but et qu'on est rentré dans le vestiaire, on s'est tous regardés et on savait que ce match-là, il allait être à nous. On sait on a souvent tendance à avoir un peu des passages à vide durant le match. Donc là, en l'occurrence, ça a été le deuxième tiers. On a eu un passage à vide où justement, on a arrêté de faire
de jouer notre jeu. Et en fait, on a arrêté de patiner, on s'est laissé un peu glisser. Donc, du coup, Dunkerque, on a profité justement pour essayer de contrer un petit peu la balance. Après, on a réussi à faire 4-2. Donc là, ça les a mis un petit peu la tête au fond du seau. Et puis après, on a enchaîné sur le troisième tiers avec 2 buts d'avance. Et on avait juste à maîtriser notre jeu, jouer défensif et puis avoir quand il y a les occasions, les prendre. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est l'implication, encore une fois, des tout jeunes. Et puis, la faculté de Julien. Et sans sens là aussi que son départ, bon, je ne vais pas le remettre en cause, hein, mais ça me gêne un peu parce que, enfin, ça me gêne d'ailleurs beaucoup, parce que c'est un coach qui n'hésite pas à mettre les jeunes et il lui rentre bien. J'ai notamment en mémoire enfin, des rushs de Pablo Maltas qui patinent dans tous les sens pour arriver à mettre la pression à la relance dunkerquoise. Enfin, je veux dire, il n'hésite pas à mettre les jeunes et je trouve que il y a des coachs parfois qui sont frileux à le faire. Alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas de montée ou est-ce que c'est parce qu'il connaît son sort? Cela étant, le mérite lui en revient parce qu'il vraiment, il n'hésite pas à mettre les jeunes et lui rendre bien. Après, je ne sais pas comment c'est vécu de la part du vestiaire, mais vraiment pas De mal. la part du vestiaire, c'est assez simple. En fait, Julien, il avait mis un point d'honneur justement à la formation française. Dès le départ, dès le début, il avait dit qu'il jouerait à 4 lignes, que ce serait les plus méritants qui joueront le samedi. Pablo, il a jamais cessé de bosser. Il a toujours prouvé qu'il pouvait être présent pendant les matchs. Et puis, Julien, il sait qu'il n'a pas peur de l'envoyer contre la première ligne de Dunkerque, qui est constituée quasiment de la plupart d'étrangers. Pablo Maltas, c'est un petit jeune qui cherche à faire sa place. Et puis, Julien, il a un peu cette faculté-là, justement, à vouloir jouer toujours à 4 lignes et à faire jouer tout le monde parce que sinon, comment est-ce que si on joue que à 3 lignes et qu'on joue pas à 4 lignes, on ne pourra pas progresser. Et puis, c'est surtout aussi que on n'aura plus de banc et on n'aura plus les ressources nécessaires pour le troisième tiers. Clairement. Et Antoine? si un point. Ouais. Ouais, j'avais une question là. Ouais, Antoine, tu peux nous parler un petit peu des points forts et des points faibles des Remparts cette saison? Alors déjà, l'équipe des Remparts, il n'y aura pas de points faibles. Donc c'est effectivement les gardiens adverses qui brillent. C'est pas vous Exactement. qui foutez dans les. Parce qu'on a eu plusieurs fois le débat là-dessus. À chaque fois, on disait que les gardiens adverses brillaient, mais on se disait mais pourquoi ils brillent? Est-ce que c'est parce que Tours a des mauvaises positions de shoot? Je dirais que les points forts de l'équipe, déjà, c'est notre vitesse, parce qu'on a beaucoup de joueurs rapides qui ont un gros patinage. Et puis, on l'a vu sur le match de Dunkerque, parce que maintenant, c'est un petit peu le match type, si je puis dire. Parce que si on oublie un peu le deuxième tiers, on va prendre le premier et le troisième, c'est un peu un match type. On a patiné, on a mis des mises en échec, on a étouffé l'adversaire, on leur a mis la tête dans le seau. C'est nos points forts, c'est d'être un petit peu un rouleau compresseur. Après, je pense qu'en point faible, c'est que justement, des fois, on a un petit peu tendance à s'éparpiller et avoir un moment de flottement pendant le match. Et là-dessus, il faut savoir faire le dos rond et éviter justement d'encaisser des buts sur ces moments-là. Et c'est dommage d'oublier le deuxième tiers, hein, parce que je crois que c'est là où tu as marqué. Oui, c'est sûr, mais il faut tout pour gagner un match et il faut des moments bien, il faut des moments un peu moins bien, mais il faut surtout du bien. Donc, du coup, on va garder que le meilleur. Donc, le premier et le troisième tiers, c'est déjà très bien. À titre perso, tu es satisfait de ta saison? À titre perso, satisfait, oui et non. Oui, je suis satisfait parce que je m'amuse et que c'est le point le plus important pour moi. Je m'en fous un petit peu des points et tout ça. Après, non, c'est vrai que j'aimerais apporter un peu plus offensivement et créer davantage. Après, ça va venir en fonction des matchs et en fonction des occasions. Moi, j'ai vu quelque chose pendant ce match que je vois pas toujours et que j'ai envie de noter. Je ne sais pas si c'était perceptible derrière l'écran, mais sur le troisième tiers, Julien a changé en fait un joueur central par ligne. Il a commencé avec Peter, qu'il a interchangé. Et comment il a justifié sur le banc le fait de venir permuter en fait ses joueurs centraux sur toutes les lignes? En fait, c'est parce que David venait juste de se faire expulser.
Ouais. À la fin du deuxième tiers. Donc David, c'est un joueur de centre. Donc du coup, en fait, ce que Julien a décidé de faire, c'est de faire doubler un centre. Donc le centre de la première ligne. Donc c'est Etou qui a commencé. Il doublait justement avec la troisième ligne, avec Phil et puis Garid. Alors, les gars, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner les noms plutôt que les prénoms des joueurs? Parce que là, vous maîtrisez parfaitement le sujet. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, c'est Camille Sarti qui s'est fait expulser, pardon. Donc du coup, Julien a décidé de mettre Koski en double shift et par la suite, il a changé avec Bourgault et c'est tout. Ouais, c'est juste Koski et Bourgault qu'ils ont doublé pendant le dernier tiers pour remplacer Camille Sarti qui avait été expulsé. Ouais, David avait été expulsé fin de deuxième tiers. Au départ, il vient un peu chicaner, mais derrière, il prend quand même un mauvais geste. Il y a du mémoire un coude qui part vers le visage. Je suis pas sûr qu'il prenne plein visage, mais ça part vers le visage. Et ça fait qu'après, derrière, ça chicane un peu, mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Non. Après, l'arbitre, je pense qu'il a voulu justement marquer le coup pour pas que le match parte en dérive totale. Du coup, je pense qu'il a voulu sévir direct. Après, de ce qu'il disait l'arbitre sur la glace, parce qu'il n'y a pas encore eu la commission, mais il disait que David allait juste prendre le match et pas des matchs de suspension en plus. Après, je pense pas que c'est mérite des matchs de suspension parce que c'était pas non plus une grosse bagarre en 1 contre 1 en plein milieu de la glace. C'était plus. Non, ils sont tombés très vite. Ils sont tombés très vite au sol. Oui, c'est vrai, ils sont tombés très vite. Les arbitres ont intervenu assez vite. Donc après, 25, c'est normal. Parce qu'il y a un échange de coups de poing et que c'est pas toléré. Mais après, que ça mérite plus, je pense pas. Il est loin le temps où il y a des échanges de coups de poing. Ça va pas faire plaisir parce que je le dis avec le sourire. Alors, il y en a qui vont croire que je suis nostalgique, mais sincèrement, il y avait des fois des mauvais gestes qu'il y avait moins avec ces systèmes de sanctions, indépendantes de la volonté de l'arbitrage. Bon, c'est pas forcément une meilleure époque, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y avait des joueurs qui se permettaient moins de choses. Je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. C'est vrai que déjà, le règlement il a beaucoup changé entre le hockey d'il y a 10 ans et le hockey d'aujourd'hui. On est un peu nostalgique, nous aussi. Hein, on aimait bien quand ça se mettait des petits coups. On n'est pas du genre à se plaindre, donc on va en profiter. Mais c'est vrai que là, le règlement, il est vachement axé sur la protection du joueur plus que toute autre chose. Donc, du coup, c'est pour ça que les arbitres, ils sont beaucoup plus stricts pour tout ce qui est faute de cross. Là-dessus, ils sont intransigeants. Et après, ça reste quand même de la protection du joueur, mais je pense que des petits coups derrière les jambes devant la cage, de toute façon, l'arbitre, il sifflera jamais ça. Oui, et puis il voit pas tout. Non. Même s'ils sont nombreux, il voit pas tout. Les prochains matchs, vous jouez demain à Brest. C'est toujours Exactement. d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et vous partez à quelle heure? On part demain matin à 8h en minibus. Là, je croyais qu'ils t'avaient oublié, là. Ouais. Parce que Brest, c'est pas... Ils t'ont pas oublié, t'es sûr? Il y a du chemin? Oui, il y a du chemin, mais on va voyager la matinée, puis après, on arrivera là-bas, on jouera le match et on rentrera après. D'accord, voilà. Et après, vous recevez quand? C'est samedi prochain? Samedi prochain à Tours, cette fois-ci. Et votre dernier match de la saison se jouera mardi prochain. Vous vous déplacerez à Cholet. À Cholet. Exactement. Donc là, on va dire que c'est un... C'est un sprint final. C'est ça, voilà. Et là, 3 matchs ça fait même 4 matchs en 10 jours. Une semaine et demie. 10 jours. Une semaine et demie. Ouais. Voilà, en 10 jours. Voilà. Ça vous plaît, ça, les joueurs? On adore parce que ça nous rappelle un petit peu les playoffs. Donc, le moment où soit on gagne et on continue, soit on perd et on arrête. Parce que la fréquence des matchs est la même, c'est-à-dire 2 matchs par semaine. Et c'est vrai que c'est toujours palpitant de se dire, du coup, on n'a plus trop d'entraînement, on a bientôt plus de matchs que d'entraînement. Et c'est toujours mieux parce qu'on s'amuse plus en jouant des matchs qu'en s'entraînant. Il y a des mauvaises langues qui disent et c'est tout à fait ça, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il y en a qui préfèrent ces rythmes-là parce que justement, il y a moins besoin de s'entraîner fort. Après, nous, on s'entraîne toujours fort quoi qu'il arrive. Bah oui, je me doute.
Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ça, mais c'est vrai que dans les sports US, notamment avec le basket ou le hockey, c'est vrai qu'il y a une grosse pré-saison, mais après, l'entraînement, c'est de l'ajustement, quoi. Et Exactement. c'est vrai que les joueurs préfèrent le rythme des matchs, et c'est vrai qu'en termes de performance, en répétant les matchs les uns après les autres, on peut aller chercher des niveaux de performance qui sont beaucoup plus élevés. Et Exactement. vous vous entraînez tous les jours? On s'entraîne tous les jours. Le mercredi, il est plutôt axé sur du spécifique gardien. Après, ça dépend du match de la veille. En semaine, ouais. En semaine, sinon, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis samedi matin si c'est match à domicile, ou sinon, pas du tout si c'est match à l'extérieur. Après, souvent, là, par exemple, on a match mardi. Julien, il nous laisse off justement mercredi pour récupérer du match et rattaquer jeudi. Et du voyage. Oui, surtout du voyage. Ah oui. Parce que ça va être 10-12 heures de route dans la journée, ça va être sympa. Florent, tu peux aller à 12 presque. Moi, Antoine, je voulais savoir, vous jouez les trois derniers du championnat, entre guillemets, si on ne vous compte pas. Votre objectif, est-ce que c'est le Final Four? On s'est dit qu'on voulait gagner des matchs, quoi qu'il arrive. Donc là, il nous reste 3 matchs. C'est non négociable. Il n'y a pas de défaite qui est acceptée. C'est que des victoires. On va chercher que des victoires, mais ça commence déjà par demain. Un gros match à Brest et une grosse victoire à Brest. Est-ce qu'il y a un Final Four cette année? Il y a un Final Four avec les 2 premiers, mais de toute façon, ça va dépendre de Dunkerque et j'ai pas envie que notre sort se joue entre les mains d'une autre équipe. Donc nous, on s'est dit que fallait gagner tous les matchs et puis comme ça, au moins, il n'y aura même plus de questions à se poser, savoir si la Final Four, on le jouera ou si on le jouera pas. Parce que moi, j'ai lu quelque part qu'il était annulé parce qu'il devait avoir lieu le 24 et 25 avril et qu'il y avait des équipes de l'autre côté qui avaient du retard. Il a toujours lieu, c'est à Cergy et ça va être retransmis par Sport en France à la télévision. Il y a eu le communiqué ce matin, je crois. Exactement. Ah oui, donc ils sont revenus sur leur décision. Okay. Et oui. Et donc, vous pouvez toujours terminer deuxième, mathématiquement parlant? Ouais. On peut toujours. Tout est toujours envisageable. Puisqu'ils sont à 5 points du deuxième. Avec des matchs en retard? Non. Je ne sais pas. Je regarde pas. Je préfère regarder match par match. Ouais, voilà. Dernière question qui peut rester sans réponse, Antoine. Est-ce que Antoine Torres sera toujours tourangeau l'année prochaine? Est-ce qu'il sait de quoi son avenir sera fait? Alors, est-ce qu'il sait de quoi son avenir sera fait? Il sait parce que ça sera fait de hockey. L'année prochaine, Antoine Torres continue à jouer au hockey, ça c'est sûr. Ouais. La question était la destination. C'est où? Eh ben, on va la laisser en suspens alors dans ce cas-là. D'accord. C'est pour ça que je t'ai dit que la question pouvait rester sans réponse. Voilà. Nous te remercions, Antoine, Merci beaucoup à vous. Sympa d'être venu avec nous ce soir, d'avoir passé une demi-heure en notre compagnie. On vous souhaite à tes potes rempartiens, comme on veut, beaucoup de bonnes choses pour la semaine qui vient. Donc, je le répète, déplacement à Brest demain, réception de Caen samedi et déplacement à Cholet mardi de la semaine prochaine. Voilà. Exactement. Donc, on vous souhaite tout simplement 3 victoires et effectivement le Final Four. Et puis, que tout se passe bien durant ce Final Four. On va faire comme si c'était fait. Voilà. Ouais. Salut Antoine et merci bonne beaucoup. soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Salut. Ciao. Messieurs, nous, après ce jingle, nous allons parler volleyball. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h avec le grand débrief. Alors messieurs, volleyball, le TVB, ça y est, pour cette saison, c'est fini. Voilà. On a 2 matchs à traiter, on va dire ça comme ça. Tours-Chaumont du milieu de semaine et Chaumont-Tours le samedi soir. Non.
Samedi dernier, on l'a déjà fait le match aller. Ah bon, j'étais certain que c'était en milieu de semaine. Bon, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait. Oui, je me souviens maintenant. Pardon. Je suis en train d'inverser avec le basket qui a eu lieu en milieu de semaine. J'inverse les événements. Bon. Ce matin, Arthur a communiqué sur le site ITS une question qui donnait la possibilité aux auditeurs de donner leur avis. Alors, la question était: est-ce la fin d'un cycle pour le Tour Volleyball? Alors, je vais citer quelques personnes. Comme ça, nous avons notre ex-chroniqueur Bastien qui a donné son avis. Non, c'est pas parce qu'ils font une saison sans finale et que c'est la fin d'une ère. Cette saison est un échec, ça c'est certain, mais le TVB fait toujours partie des grosses cylindrées. Il y a eu le pari sur un pointu brésilien qui n'a finalement pas joué. Bon, il a cité pas mal de petites choses comme ça. Il y a Jean Martin, qui est un fidèle auditeur et spectateur du TVB, qui nous précise que lui, il est tout à fait. Pour lui non plus, ce n'est pas la fin d'un cycle. Au contraire, on repartira plus fort qu'avant, et les Montpellier et consorts n'ont qu'à bien se tenir. En gros, c'est un petit peu son message. Et j'ai aussi un message de Mathéo Blé. Bien évidemment que non. Ils ont fait un pari avec Hubert Hainaut, il n'a pas été gagnant, mais ce n'est pas parce qu'ils font une saison en dessous qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. En gros, c'est ça. Voilà. Et ils resteront attractifs à leur palmarès et à leur histoire. Voilà. Donc, je cite 3 avis qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas la fin d'une ère. Vous, messieurs, vous en pensez quoi? Pareil. Pareil. Si c'est ça ton argument, on va s'ennuyer. Hein. Belle intervention. C'est pas la fin d'une ère parce que. Enfin, comment dire, c'est pas la fin d'une ère parce que le TVB, comme a dit un des abonnés, ils ont tenté le risque Hubert Hainaut qui n'a pas marché. Le pointu aussi brésilien qui a jamais joué, on reposait un peu tout sur lui. Et puisque le TVB gagnait souvent les années précédentes grâce à son pointu qui est là, Udris qui a été trop irrégulier, ça a joué sur les résultats du TVB. D'accord. Donc pour toi, c'est l'entraîneur et le pointu, Florentin. C'est à cause de l'entraîneur et du pointu. Il n'y a pas que ça, mais je pense qu'il y a le départ de Nathan aussi. Il y a le changement de président. Il y a plein de. Il y a plein de choses internes qui a fait effet. Il y a eu plein de grains de sable, on va dire. Plein de bâtons dans les roues. Ouais. Je rappelle quand même que Florentin a 14 ans, qu'il voit ça de son œil d'adolescent, c'est bien, hein, c'est pour ça qu'on l'a accueilli parmi nous, c'est parce qu'il a un œil plus jeune, donc là il donne son avis de jeune homme, et puis c'est très bien. Vas-y Bertrand, tu n'as pas l'air tout à fait d'accord avec Florentin? Bon, après, moi je dirais oui, c'est ce que j'ai terminé à dire, c'est qu'il y a eu plein de grains de sable qui sont apparus, plein de bâtons dans les roues. C'est vrai que la saison a mal débuté. Il y a eu l'histoire du pointu, après l'histoire de Nathan, des blessures, le Covid, pas de public, parce que quand même, le public du TVB, c'est quelque chose. Donc, je crois même, j'ai vu les statistiques, c'est qu'il y a eu 8 défaites à domicile, je crois, enfin un truc qui n'est jamais arrivé à Tours. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses négatives, mais après, ça risque peut-être encore de se renouveler parce que d'après ce que j'ai lu, le TVB va pas trop se renouveler, qu'au niveau de l'effectif, il y a eu des manques. Alors, est-ce que c'est des manques sur cette saison? Ils ont recruté un central pour contrer, il a bien attaqué, il n'a pas bien contré. Ils ont recruté un passeur qui a un contrat de 2 ans. Donc, est-ce que c'est au niveau de la passe que ça a un peu merdé, entre guillemets? Pour le central, le central est Montes. Montes, en fait, ses points forts, c'était le contre. Et cette année, il a pas trop bien réussi à ce niveau de jeu. Faut dire aussi que Hubert Hainaut ne l'a pas fait jouer souvent. Il était titulaire avec Aracajou, hein, au départ. Ouais.
Bah, Après, bon, El Graoui, bon, l'année dernière, il a été flamboyant avec Poitiers. Cette année, bah, il a été moins bon. Alors, est-ce que c'est lui ou le passeur les relations avec le passeur qui n'ont pas été au top? Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et puis, pour que ça s'inverse complètement l'année prochaine, c'est pas évident. Et surtout que la concurrence, en plus, c'est bonifié. Mais moi, je crois que c'est bien que le TVB ait fait une saison mauvaise parce que ça va relancer le volley français, ça va redonner un peu d'intérêt à ce championnat. Peut-être que les médias, finalement, comme c'est pas Tours qui va tout gagner, vont s'intéresser au volley. Moi, je pense que c'est une bonne chose finalement. Ouais. Basile? Non, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai écouté religieusement. Me semble-t-il qu'il y a eu une question de poser, quasiment personne n'a répondu à la question. Donc, si je voulais être théoricien, je dirais que d'abord, pour définir, il faudrait d'abord définir ce qu'est un cycle avant de pouvoir répondre à la question. Je ne vais pas définir ce qu'est un cycle. J'ai pas employé le mot cycle, j'ai employé l'ère. Alors, une ère. E accent grave, RE. Oui, pas l'air de repos. Mais voilà, si par exemple, on veut vraiment répondre à la question, moi je dirais que oui, effectivement, c'est la fin d'une ère. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que hier soir, quand on en a parlé entre nous, moi déjà, j'ai trouvé très bien en fait qu'on pose cette question-là. Et d'ailleurs, de manière récurrente, ça pourrait être une idée. Je le dis comme ça tout fort, mais de le faire à chaque émission. Ouais, je trouve que c'est très bien. Ça vient engager. Ouais, c'est une question de débat, ça vient engager. Ouais. Pour y répondre de manière très claire, moi je dirais que oui, effectivement, c'est la fin d'une ère au TVB. Et en fait, je suis d'accord avec certains arguments de Florentin et avec certains arguments de Bertrand. Mais c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même grille de lecture. Pour moi, c'est la fin d'une ère pour plusieurs raisons. La première, effectivement, le départ du président, donc, qui est déjà la tête d'affiche. Deuxièmement, la fin d'Hubert Hainaut au TVB et la fin qui termine en autre boudin, pour être tout à fait honnête, alors que sa fin de carrière de joueur était plutôt bonne. C'est officiel, Basile, qui part à Nantes? C'est officiel qu'il part à Nantes? Moi, je l'ai pas vu. Mais j'ai pas dit Nantes, moi. Ouais, il part. C'est officiel qu'il part. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il partait. Mais d'accord. J'ai pas dit où. Mais moi, je prends des précautions. Pour moi, le fait qu'il parte, c'est officiel. D'accord. Après, où, je sais pas. Mais pour moi, c'est officiel qu'il part. C'est Nantes, mais après, on verra. Donc, après, le départ d'Hubert Hainaut. Le départ en milieu de saison du capitaine Nathan Vunembaina. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose d'assez marquant. Parce que quand ton capitaine, il s'en va, quand même, pour moi, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas anodin. Et puis, vous l'avez dit, les différents atermoiements, vous en avez parlé avec les joueurs. Pour moi, ça fait beaucoup pour ne pas parler de fin d'une ère. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est la fin d'une ère. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Bertrand, c'est que pour moi, le championnat français, il avait déjà un intérêt. On n'a pas attendu que les TVB, s'arrêtent de tourner pour que les autres équipes se renforcent. Montpellier, ils viennent pas de commencer à jouer au volley. Pour moi, Montpellier, ils étaient bons avant que Tours soit bon. Et je veux dire, sur les 5-6 dernières années, le championnat, il est quand même pas si disproportionné que ça. C'est pas non plus le championnat de football. Et puis Chaumont qui est bon. Et de temps en temps, un trouble fait qui vient casser les pieds à tout le monde. Cette année, c'est Cambrai. Cambrai, ça amène un vent de fraîcheur. Et pour moi, il y a un intérêt cette année au championnat. Et donc, on n'attend pas que le TVB se casse la figure pour qu'il n'y ait plus d'intérêt. Ouais, c'est bien d'avoir un vent de fraîcheur. Hein. C'est bien d'avoir un vent de fraîcheur, quand même. Oui, mais il y en a tous les ans. Tous les ans, il y en a un. Il y a eu Beauvais il y a quelques temps. Le volley est tellement fait de contrats courts qu'une année, ça va être une équipe, l'année d'après, c'en est une autre. Il faut se souvenir que Narbonne, si je me souviens bien, alors je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ils étaient tout proches de décembre. Et puis là, ils sont en haut de tableau. Voilà, tout simplement en renouvelant un effectif, comme c'est souvent le cas, pratiquement, on va dire entre 35 et 50%, suivant les équipes, automatiquement, il se passe, et des fois plus, il se passe des choses comme ça. Maintenant, moi, je vais donner mon avis en ce qui concerne la question. Je suis plutôt d'accord avec Basile, même si ce n'est pas le mot ère que je vais employer, mais le mot cycle, parce que le sport est fait de cycles. Voilà, et je ne parle pas du vélo. Donc, oui. Donc, c'est
presque normal au bout d'un moment qu'il y ait alors je ne vais pas dire un grain de sable, là, parce que visiblement c'était un peu plus. Basile a cité tous les épisodes délicats à Tours. Donc le président, Hubert Hainaut, moi ça me dérange qu'on le mette comme ça parce qu'il a tellement apporté à ce club que moi j'ai pas envie de le mettre dans les négatifs de la saison par rapport à des choix. Il a apporté en tant que joueur. Oui, après, oui, non, mais d'accord, mais Bertrand, je dis tout simplement que j'ai pas envie de le mettre de façon négative parce que on ne sait pas réellement s'il est. Son impact. On ne connaît pas son impact. Oui, on ne connaît pas son impact. Voilà. Peut-être qu'avec une autre équipe, d'autres joueurs et des circonstances favorables, ça ne serait pas arrivé, effectivement. Parce que Wembanyama parti comme ça de façon très, très légère, moi je trouve. Moi, j'en veux à ce monsieur qui était un gentil garçon, mais qui s'est sauvé de façon bizarre. Alors que après, Francis, attends, je termine, Bertrand. Non, mais quand tu parles de Nathan, attends, et Nathan, il est parti, le TVB allait pas bien déjà. Tu vas pas dire que c'est la faute du départ de Nathan. J'additionne les événements. J'additionne les événements, notamment sur le play-off. Wembanyama, il n'est plus là et il est parti de façon très légère, je trouve. Et alors que Tours lui a quand même fait, au moment où il y a eu des problèmes avec cet épisode de racisme l'année dernière et tout, le TVB était vraiment derrière, les spectateurs étaient vraiment derrière lui et tout. Donc, j'ai trouvé sa façon de s'en aller légère. Bon, voilà, ça s'arrête là, tant pis, hein, c'est comme ça. Effectivement, les recrues qui sont là, qui ne sont pas là, qui sont très souvent blessés. Bon, on était sur une saison qui visiblement ne pouvait pas aboutir. Bon, effectivement, espérons que l'année prochaine, ça redémarre bien. Le TVB est une place forte du volleyball en France. Voilà, j'espère. Et puis moi, il y a une chose dont je me souviens et que vous n'avez pas évoqué, messieurs, c'est quand nous l'avions reçu fin d'année 2020, Pascal Foussard, donc le directeur technique du club, nous avait quand même laissé dans le coin de nos oreilles que peut-être il allait commencer à regarder la porte de sortie. Est-ce que c'est aussi pour lui maintenant ou est-ce qu'il va faire une ou deux saisons supplémentaires? Ça n'a pas encore été évoqué nulle part, ça j'ai l'impression. Maintenant, on verra bien. Mais c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est la fin d'un cycle et pas forcément d'une ère, effectivement. Voilà. Il a même, Pascal Foussard, il a même déclaré dans les journaux que on a coché toutes les cases de la pire saison. Oui, voilà. Bon. Ça faisait longtemps, ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas fait une saison aussi mauvaise. Donc ça remonte quand même à belle lurette. Hein. Voilà, mais il y a des gros clubs dans différentes disciplines qui ont eu ce genre de passage à vide. Hein. Ça existe et puis c'est presque normal. Quoi. Ça ne peut pas être tout en haut tout le temps. Quoi. Voilà. Et puis, il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit, je pense. C'est un grain de sable. Bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on dit 2-3 mots sur les rencontres, sur cette rencontre 3-0 les scores des 7, Bertrand, tu peux nous… Ouais, il y a 25-15, 25-15. Alors, il y a 25-15, là, déjà, ça fait mal. Puis 25-20, 25-20, mais bon, déjà, ils ont lâché très rapidement sur cette rencontre, à la fois physiquement et mentalement. Je pense qu'ils ont perdu la rencontre retour au match aller. Oui, quand ils mènent 2-0 et qu'ils perdent 3-2. Ouais. D'accord. Ouais, avec 2 balles de match. Ouais, bon, sachant qu'en plus, ils ont joué avec l'eau blessée. El Graoui, plus ou moins. Enfin, ils avaient une équipe déclopée, donc c'était vraiment un match compliqué. D'accord. Déclopé, je n'irai pas jusque-là, quand même. Mais pour moi, ils ont perdu le match retour au match retour et dans le premier set. Parce que le premier set conditionnait le reste. Et dans le premier set, Chaumont a étouffé les Tourangeaux. Et si bien évidemment, parce qu'avec des si on peut tout faire, mais si le TVB gagne ce fameux premier set en mettant d'autres ingrédients, bien évidemment, je ne dis pas que le TVB s'en sort avec les honneurs, mais ça donne sûrement un match différent. Là, en fait, en ayant perdu 3-2 au match aller
Et là, en misant tout sur ce match-là, perdre 25-15 dans le premier set, là, ça fait vraiment beaucoup trop mal pour arriver à se relever derrière. Et tu disais Pek Lopé, en attendant, Lo blessé, 2 points. Montez blessé, 2 points. Bon, après, si tu crois qu'ils étaient en pleine forme. Mais après, il n'y a pas que en fait, Bertrand, l'avantage, c'est que tu arrives à faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites. Moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient en pleine forme. Je dis juste qu'en fait, il y a beaucoup de sports de haut niveau où les joueurs ne jouent jamais à 100%. Il y a un sport qui s'appelle le rugby qui m'est cher, où il y a énormément de gens qui ne jouent pas en fait à 100%. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent diminués. Il y a des joueurs qui jouent des Coupes du Monde avec des côtes cassées. Donc, en fait, il y a des joueurs qui parfois jouent diminués avec des petits bobos, des pépins, des choses comme ça. Ça arrive. Ça arrive pas qu'au TVB, ça arrive ailleurs aussi. Et je dis juste que c'est pas une raison et c'est pas le pourquoi le TVB a pas été bon. Il y a autre chose. Après, il y a le deuxième set où ils ont essayé de se remettre dedans, notamment, il me semble, d'un 6-3 pour le TVB, où Chaumont après revient. Mais le TVB quand même s'accroche jusqu'à 17-17, puis après il lâche complètement. D'accord. Bah, disons que ce qui faisait leur force pendant un temps, c'était les money time de chaque set. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. D'accord. Bon, merci messieurs. Nous allons plier la page volleyball pour la saison. On va dire ça comme ça. Espérons qu'il soit européen. Oui. Il faut une défaite de Cambrai en demi-finale face à Cannes pour que le TVB soit européen la saison prochaine. Ben moi, je suis pas cambraisien et je suis tourangeau, mais pour la saison que fait Cambrai, j'aimerais bien que Cambrai aille jusqu'au bout quand même. Parce que c'est un peu la surprise de l'année et moi le premier, j'aurais jamais misé un copec sur Cambrai et franchement, ils font une super saison. Donc moi, ça me ferait plaisir pour Cambrai qu'ils aillent au bout. C'est le style d'équipe, tu vois. C'est le style d'équipe qui a un petit effectif, qui n'a pas de soucis dans la saison, où tout se passe bien, et puis il surfe sur une spirale positive. Voilà. Et avec des joueurs d'expérience comme Yannick Bazin, par exemple, qui est un formidable mec. Bien, messieurs, on va conclure pour le volleyball, comme je le disais. Et après ce jingle, nous allons parler basket. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Francis Leroux et ses chroniqueurs. Alors, basket, l'UTBM recevait qui déjà? Qui était, je crois. Ouais, oui, j'y étais, ouais. Eh ben, c'est une question que je vous pose. Recevez qui? Vanves. Eh ben, Vanves, tu vois, Florentin, tu suis. C'est bien. La fameuse porte de Vanves. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'on était mal. On s'est fait peur. Je suppose que derrière vos écrans, c'était pareil. Ça s'est fait. Le Money Time était vraiment très court, puisqu'en gros, il s'est déclenché à partir de la 38e 30 sur un match de 40 minutes. Vous voyez ce dont est le Money Time. Et Vanves menait de 4 points. Ouais, Vanves menait de 4 points à ce moment-là. Ouais. 78-74, c'est ça, ouais. 70-74, il y avait 2 possessions d'écart, il est resté moins de 2 minutes. Ouf. Voilà, c'est ça. Et Marius est arrivé. Et Marius a sorti sa baguette magique parce qu'il a mis un shoot venu d'ailleurs. Il a fait aussi un espèce de petit bras roulé sous le panneau qui est rentré. Voilà. Non. Marius a fait la fin de match. Tout le monde l'encense là, par rapport à ce match-là. Et Marius a été le must. Voilà. Mais ils se font peur là parce que moi, je me souviens, il y a 18-11 dans le premier quart, on se dit, bon, c'est bien, ils prennent le match par le bon bout, ça joue bien, il y a des combinaisons, il y a des schémas de jeu et tout. Et puis 18-11, c'est comme s'ils s'enflammaient un petit peu, ils sont moins rigoureux et tout, et ça revient, et puis ça tourne à la fin du premier quart à 20-18. Et puis après, c'est Vanves qui prend la mesure, et puis ils ont pratiquement été le reste du temps, c'était serré, c'était à toi, à moi, comme on dit, mais Vanves à partir du troisième quart-temps, a fait la course en tête. Et comme tu le racontais, Bertrand, l'UTBM est revenu que vraiment dans les toutes dernières minutes. Quoi. Donc, après, ça n'a pas été si mauvais que ça. Hein. En termes de passes décisives, il y en a quand même eu 19, donc le jeu collectif a été là. Peu de balles perdues, 11. Mais le problème, c'est l'adresse. C'est qu'ils ont été hyper maladroits. Ils ont été très, très maladroits. Par exemple,
Ahmed Doumbia est à 4/13, Crayon 2/10, Alexis d'Argenton 2/6, Olissimeka 6/11, 3/6 pour Raftengua, etc. 3/8, Chambre, Ateba 5/11. À 2 points, 21/53, à 2 points, 39% de réussite à 2 points. J'englobe le tout quand je. Oui. Ouais. Voilà. Mais bon, il y a la sortie de Ralph Temgua qui fait du mal, parce que lui qui est quand même celui qui. L'homme en forme, souvent. Qui calme le jeu, qui est le sage de l'équipe. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le juge. Il a manqué, puisqu'il est parti rapidement. Il a joué 13 minutes. Donc, voilà. Il s'est fait une sorte de contracture au dos. Bon, normalement, il ne devrait pas jouer demain soir contre Rueil, mais il est possible qu'il joue samedi. Non, ce n'est pas samedi, ce sera mercredi. Alors non, c'est mercredi qu'il joue contre Rueil et c'est le mardi de la semaine prochaine qu'il est possible qu'il joue. Voilà. Les kinés vont devoir œuvrer un maximum. C'est une sorte de lumbago aigu. C'est comme s'il avait reçu un coup de couteau. Ça s'est fait tout seul. Il n'a pas eu de contact, rien. Voilà. Mais il avait vraiment très mal. Voilà. On n'a pas le droit de jouer avec gauche. Qu'est-ce que tu dis, vas-y. On n'a pas le droit de jouer avec un couteau, c'est interdit. Oui, effectivement, tu as raison. Par contre, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est que vous oubliez un élément quand même. En face, il y avait une équipe, parce qu'on parle que du TBM. Oui. À un moment donné, pour arriver à faire ce match-là, parce qu'on dit ils n'ont pas été adroits, etc., ok, mais ils ont quand même déjoué en fait. Et ils ont une équipe en face qui a été pénible au possible pour les faire déjouer. C'est aussi ça. En face, tu avais quand même une équipe qui était dernière, avec 3 victoires simplement en 18 matchs. Bah oui, mais toi, tu aurais plus. Non, 21 défaites, 3 victoires, Vendre. On va pas me dire que c'est un épouvantail. Hein. Mais encore une fois, personne n'a parlé d'épouvantail. Il n'y a que toi qui l'as dit. En attendant, en fait, les matchs, il faut les jouer. Non, mais tu es en train de me dire qu'il y avait une équipe en face. Ça veut dire que tu avais une équipe qui était bonne en face. Bah, en fait, tu as une équipe qui vient. Non, il y a des adversaires. Tu as une équipe qui vient de poser des problèmes. Tu as une équipe qui, tu sais pas pourquoi, il y a des matchs où elle prend des tôles. Et tu as des matchs en fait où elle s'accroche comme des morts de faim. On ne sait pas trop bien pourquoi. Parce que c'est une équipe qui est pénible en fait. Et je pense que je ne suis pas le seul à le savoir. Romain Régnard l'avait dit en avant-match. Ici même, Ahmed nous l'a dit lundi dernier. On a dit à plusieurs reprises qu'il fallait se méfier des petits dans cette poule, que les petits étaient toujours compliqués à jouer, même s'ils étaient au fond du classement, c'était difficile, etc. On l'a dit nous-mêmes plusieurs fois en étant surpris parce que l'UTBM avait perdu des points contre un tel, parce qu'il perdait des points contre des mal classés, donc on ne peut pas être surpris aujourd'hui. Moi, je pense plus que c'est la coupure de 10 jours qui a été préjudiciable plus que l'adversaire. C'est que l'UTBM n'était pas dans le rythme, tout simplement. Et puis, manque d'adresse. Quand tu vois Crayon, comment il a raté des shoots pas possibles. Je pense que c'est tout ça, oui. Mais il y a les deux. Après, mais je ne vais pas dire que c'est Vanves qui a été extraordinaire. Non, je ne suis pas d'accord. Mais personne il n'a pas dit extraordinaire, encore une fois. Non, mais qui a été bon pour mettre en difficulté l'UTBM. Un UTBM dans le rythme, mais 15-20 points ils ont leur duo de joueurs en dessous qui, à eux deux, ont dû mettre 36 points, si je ne me trompe pas. Bon, voilà, ils ont fait un match, moi qui étais dans la salle, je vous assure que les mecs de devant n'étaient pas là pour le décor. Les 5 dernières minutes, ils ont joué à fond les ballons. Voilà quoi, c'était. Et Tours était en train d'entrer dans une spirale inquiétante. Il n'y avait plus de sourire, les visages étaient crispés. Ils étaient très inquiets parce que quand c'est comme ça, tu as l'équipe qui est euphorique et puis tu as l'équipe qui doute. Et manque de bol, l'équipe qui doutait, c'était Tours. Enfin, manque de bol pour nous en tout cas. Et je vous assure que les visages étaient très crispés, quoi. Donc, ça sentait pas bon. Hein. Je crois savoir que dans l'autre poule, Saint-Vallier a connu le même genre de match au centre de formation. Hein, ils ont gagné de 3 points. Ça se fait pareil dans les dernières secondes. Donc, vous voyez que les gros, on sait que Tours là est dans une situation de classement favorable, mais n'empêche que les gars ont certainement des aptitudes plus ou moins faciles à gérer la pression. Mais après, le truc, c'est que face à l'équipe de Vanves et telle qu'elle a joué, samedi soir, pardon,
L'idée, c'est que de toute façon, Vanves, ils arrivent, ils n'ont rien à perdre. Donc eux, Exactement. ils se disent, si on peut accrocher le leader, bah écoute, super. Puis quand ils voient le match qu'ils font et qu'à 1 minute 30 de la fin, ils sont devant, ils se disent, eh bah super, on va pouvoir déjà, on les a empaillés. Ils sont chez eux, mais on les a empaillés chez eux. Et ils sont super contents, les mecs, parce qu'en fait, ils sont venus pour faire un coup. Et je dirais qu'en fait, le classement, ils s'en foutent. Eux, ils sont venus pour taper le leader. Voilà. Et ça se trouve, au prochain match, ils vont prendre 30 grains. Donc, parce que ça existe toujours, ça existera toujours. Une petite équipe qui vient faire un gros coup à un moment dans un championnat de différents sports. Alors pourquoi pas Vanves à Tours ça s'est pas fait, mais voilà. Ah, les Sables l'ont bien fait, hein, ça sent. Pardon? Ah, les Sables l'ont bien fait. Hein. Oui, c'était au Sable. C'était au Sable. Oui, voilà, ça ressemblait un petit peu. Avec du public, si je me souviens bien. Non. À l'époque. Non, je crois pas. Il n'y a pas de public. C'était cette saison. C'était cette saison. Hein. Oui, mais en début de saison, il y a eu des matchs avec du public, Bertrand. Non, mais les Sables, ça devait être en novembre ou décembre, un truc comme ça. Ouais, donc on était déjà à huis clos. Donc, comme je le disais, l'UTBM recevra mercredi soir, donc dans 2 jours, Rueil. Alors, le match aller s'était soldé par une très belle victoire de l'UTBM là-bas. Pour moi, c'est le plus beau match de l'UTBM cette saison. Bon, ouais. Tout le monde ne va pas être forcément d'accord avec moi, mais ils avaient fait une très belle prestation. Et ils recevront la semaine prochaine, mardi, Angers. Voilà, donc ils ont en fait, ça fait 3 réceptions de suite. Donc, il y a aussi un message que j'ai récupéré, c'est Romain Reignard qui m'a envoyé ça, c'est que là, donc le classement Tours en termes de pourcentage est devant, hein, puis oui. C'est ce qui compte. Les confrontations qui restent, il y a du Toulouse-Lorient, Toulouse-Chalon, Lorient-Toulouse, La Rochelle-Lorient, Rennes-Chaland, Rennes-Lorient, Toulouse-Rennes et bien évidemment Tours-Toulouse et Chaland-Tours. Donc, vous voyez les confrontations directes avec un classement qui risque de bouger. C'est quand même loin d'être fini. Ouais, mais il reste 6 matchs à Tours, alors que Vanves jouera son dernier match normalement mercredi soir. Donc, vous voyez, là, il y a c'est nettement mieux pour les Tourangeaux d'avoir ces fameuses confrontations directes, parce que pour aller dans le sens de ce que disait Bertrand tout à l'heure, les Tourangeaux avaient été piégés au sable et étaient tombés dans des sables mouvants, si on peut dire ça, par exemple. Et là, en fait, ils ont connu presque la même mésaventure contre Vanves. Fut un temps, ils s'en seraient peut-être pas sortis comme ça. Là, ça tourne du bon côté, et tant mieux pour eux. Je pense que pour les Tourangeaux, il vaut mieux jouer vers le haut du tableau que vers le bas. Oui, complètement. Après, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Ah bon, bah voilà. Il faut prendre des notes. Hein. Tu sais, en vieillissant, Florentin, on a la mémoire qui flanche. Faut dire aussi qu'on n'a pas souligné que l'UTBM passe premier au pourcentage parce que Toulouse a perdu 2 matchs cette semaine face à Antibes et Vitré. Voilà, c'est ça. Donc Tours a son destin entre les mains. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est comme ça a été annoncé par Ahmed, il reste 6 finales. Voilà. D'accord. Bon, quelques résultats. On ne va pas faire de jingle parce qu'on est un petit peu juste. Le tennis de table, la 4S se déplaçait à Torigné-Fouillard dans la semaine, défaite de 3-0. Bardet a perdu en 5-7, Gorac a perdu en 4-7 et Debruyère a perdu en 3-7. Voilà. Donc, la cause est entendue. La 4S est 7e. Et elle a on va dire que le classement, le championnat s'accélère. Ils vont recevoir Argentan. Non, oh là, qu'est-ce que je dis? Ils vont à Roanne mardi, demain, et ils reçoivent Argentan jeudi. En 2 jours, ils ont 2 matchs là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, Brest-Rempart, c'est demain soir. UTBM Rueil, c'est mercredi soir. Et Tours-Argentan en tennis de table, c'est jeudi soir. Voilà. Et après, il y a les Remparts aussi qui jouent face à Caen samedi soir. C'est quand du coup? Samedi. C'est quand? Voilà. Bon, eh bien, messieurs, merci de votre participation. Merci Florentin, merci Basile, merci Bertrand, merci à Guillaume Colomba à la technique.
Et un grand merci également à Antoine Torres, joueur des Remparts de Tours, qui était notre invité ce soir. Mesdames, Messieurs, bonne soirée et à lundi prochain.